Bonsoir, bienvenue à une nouvelle émission Le Micro du Soir. Aujourd'hui, j'accueille Maria Dimitrova Pichot, bulgare de nationalité bulgare et française et journaliste depuis de nombreuses années. Maria Dimitrova Pichot a notamment travaillé pour Radio Nationale Bulgarie. Elle a collaboré au bureau de l'agence France Presse à Sofia et fut également évaluatrice de projets pour la Commission européenne ainsi que traductrice. J'ajoute que Maria Dimitrova Pichot est la présidente de la section bulgare de l'Union internationale des journalistes francophones depuis 2014 et présidente de l'association Solidarité France-Bulgarie. Maria Dimitrova Pichot, bonsoir. Bonsoir, Ça va, je ne me suis pas trompé dans la présentation? tout est exact. Très bien. Alors, en préparant cet entretien, vous me disiez que vous souhaiteriez commencer par nous parler un peu de vos liens avec la Roumanie et la Grèce et comment vous avez vécu au quotidien l'histoire tumultueuse des Balkans. Alors, racontez-nous un petit peu. Voilà, quand tu m'as appelé, je te dis tu parce qu'on se connaît D'accord. depuis un bon moment, j'ai pensé à la Roumanie. Et là, les souvenirs sont revenus de mon enfance. Mon père a raconté que dans ses vacances d'écolier, il est passé à Bucarest. Mhm. Il est passé à Bucarest parce que notre histoire balkanique tumultueuse a fait que des territoires ont été tantôt bulgares, tantôt roumains, comme dans beaucoup d'autres pays tout aux alentours. Et c'était pour moi assez extraordinaire de savoir qu'il avait passé son enfance dans un autre pays, en sachant que j'ai grandi dans la Bulgarie communiste, c'est-à-dire derrière le rideau de fer, c'est-à-dire les voyages, c'était pas quelque chose de très très courant, bien qu'à l'intérieur du bloc communiste on voyageait quand même, mais en général être dans un autre pays c'était assez marrant. Et je me souviens aussi dans mon enfance que tous les premiers mars en Bulgarie on accroche un petit gadget blanc et rouge qui s'appelle Martinica et on recevait de nos proches qui étaient restés à Bucarest un martichor, on dit. Oui, oui, Marty Shore, oui. Martichor, voilà. Et c'est très marrant cette relation et c'était assez unique, c'est-à-dire c'est une tradition qu'on adore chez nous. Hein. Le 1er mars, toute la ville est en rouge et blanc. C'est vraiment très festif, c'est pour accueillir le printemps. Mhm. C'est un petit gadget qui dit bonjour au printemps. Et donc voilà, mon père, il savait bien sûr le roumain, mais je ne l'ai jamais entendu parler. Moi, j'ai jamais eu d'intérêt pour cette langue, on ne sait pas trop pourquoi. Mais de temps en temps, on recevait des proches qui venaient de la Roumanie, des cousins en fait à mon père, et l'un d'eux s'appelait Archak, et je suppose qu'il était roumain, alors que ma tante Vera, elle était bulgare. C'était très sympathique, on aimait beaucoup ces relations. Par contre, nous, on n'est jamais allé en Roumanie. Pour quelle raison? Je ne sais pas. Je ne sais Là, pas. Maria, on va se tutoyer. Tu me parles de quelle période? Tu avais quel âge? Écoute, j'avais quel âge? Ça a duré toute mon enfance jusqu'à mes 20 ans, par exemple. D'accord. Ça a duré toute mon enfance, c'est-à-dire les années 60, 70, 80, toute cette période. Et de l'autre côté de mes parents, je suis originaire de la Grèce du Nord. D'accord. Pardon, Et Maria, je te coupe, il y a une petite question qui me vient en oui, tête. oui, Pendant cette période-là, est-ce que vous, dans cette famille oui. roumano-bulgare, est-ce que vous compariez vos, vos vies au quotidien? Est-ce que en Roumanie, c'était plus difficile ou inversement? Est-ce que c'était plus difficile en Bulgarie? Quelles étaient les discussions par rapport à ça? Écoute, moi personnellement, je ne me suis pas sentie bulgaro-roumaine. Mhm. C'est mon père qui avait peut-être ce sentiment d'appartenir, d'avoir des proches là-bas. Pour moi, c'était quelque chose d'assez lointain. Est-ce que c'était assez lointain parce qu'on n'avait pas beaucoup de contacts? Probablement, probablement. Mhm.
Et on ne savait pas beaucoup sur les pays voisins non plus. Si Ce on n'y qui se passait voyageait au pas, quotidien. l'information était assez censurée. On connaissait pas beaucoup de choses. Mais vos proches vous parlaient de leur Sauf que quand il nous parlait, j'avais été trop petite. Je me souviens pas de D'accord, ces conversations-là. Malheureusement, je n'ai pas d'accord. d'impression. Ce qu'on Pardon. savait de la Roumanie, c'était la période dure qui est venue avec la fin de Ceausescu. Mhm. On savait que la télévision s'arrêtait à 8 heures parce qu'il y avait un régime de l'électricité. Et après 8 heures, ceux qui étaient le long de la frontière recevaient les programmes bulgares. Et notamment, si vous parlez avec des Roumains qui ont vécu dans les années 80, ils vous diront souvent l'émission qui disait Bonne nuit aux enfants, qui était avec des films dessinés que les enfants roumains Ouais, regardaient aussi. ouais. Parce que vous, en Bulgarie, vous n'aviez pas ce genre de contraintes télévisuelles, on va dire. On l'a eu les 2 dernières années avant la chute du mur de Berlin. Là, le système énergétique a vraiment foiré et on avait évidemment des coupures Ouais. euh, C'était pas à très. cause de la censure politique, c'était à cause Non, de. non, non. En D'accord, Roumanie, c'était pas non plus la censure, c'était juste qu'il manquait d'électricité à ma connaissance. d'accord. C'était un régime parce que Ceausescu a voulu rembourser toutes les dettes de la Roumanie. Ça, c'était une approche Mhm. très, très particulière. Mhm. C'était une approche très forcée Mhm. pour rendre ces dettes. Et pardon, donc je t'ai coupé et tu poursuivais Ah ben, j'étais l'idée. partie pour parler Ouais, de mon autre partie de mes origines qui était en Grèce du Nord. mhm. Et là, j'ai beaucoup repensé à cette histoire de mes parents de la Grèce à cause des nombreux flux de réfugiés ces derniers temps. À commencer les Syriens qui, à un moment donné, affluaient en masse en Bulgarie, on était vraiment tout perdu, ne sachant comment faire, comment accueillir et tout ça et tout ça. Et puis maintenant, ça continue. Il y a maintenant les Ukrainiens. Et dès que j'ai, dans ma vie d'aujourd'hui, entendu parler des problèmes des réfugiés, j'ai repensé à ma famille et j'ai repensé que ce n'est jamais facile d'être un réfugié. Même si tu es réfugié accueilli dans ton propre pays à un moment donné, ce qui était le cas de mes parents. Donc, c'est très particulier. À la fin de la Première Guerre mondiale, c'est terminé assez tard dans le Moyen-Orient pour régler tous les problèmes entre les différents peuples. Dans les années 20, au début des années 20, il y a eu un accord qui disait que les Grecs qui étaient restés en Asie mineure, c'est-à-dire en territoire turc à l'époque, au début du XXe siècle, avaient droit d'être rapatriés en Grèce, alors que les Turcs qui étaient restés en territoire grec pouvaient partir en Turquie. Alors, est-ce qu'ils avaient droit, est-ce qu'ils étaient chassés? C'est une autre histoire. Mais voilà, il y a eu cet échange de peuplades et c'était très important. C'était des flux migratoires très importants. Et à ce moment-là, l'État grec n'a pas trouvé mieux que de chasser les Bulgares qui étaient dans le nord de la Grèce. Et ça s'est passé de façon assez impressionnante. C'est quelque chose que ma grand-mère n'a pas fini de me raconter toute sa vie. Ça m'avait tellement marqué. C'était un village bulgare. Et à un moment donné, ils étaient rassemblés dans l'église orthodoxe. À ce moment-là, l'église orthodoxe était dirigée par l'église grecque. C'était un territoire grec. Et donc, ils étaient un peu pris par surprise. Ils pouvaient rien prendre de ce qu'ils possédaient. On les a tout de suite embarqués et on les a internés dans l'île de Crète. Et là, ça ressemblait plutôt à un génocide, finalement. C'est-à-dire qu'ils n'avaient rien. Il y a beaucoup d'enfants. Ma mère devait avoir à peu près 2 ans, mais elle m'a dit qu'elle savait de sa grand-mère que beaucoup de petits-enfants sont morts parce qu'il n'y avait rien à manger. Ça, c'était dans les années 1920. C'était en 1923. Mhm. Et à un moment donné, il y a eu la Croix-Rouge américaine qui a donné du lait pour les enfants, c'est-à-dire c'est les organisations internationales qui ont commencé à s'occuper un peu de ce problème, y compris l'Organisation internationale des réfugiés, je ne sais pas comment elle s'appelait exactement à cette période. Donc, une bonne partie ont survécu et à un moment donné, ils ont été autorisés, ils ont été libérés. Étant libérés, ils sont repartis vers leur maison. Mais arrivés on leur avait rien dit, hein, ni pourquoi ils sont là, ni où ils vont, etc.
Et arrivés dans leur maison, ils voyaient qu'ils étaient occupés par des Grecs. Bon, ils ont essayé de discuter. Maria, Bon, pardon, oui. je te coupe. Est-ce qu'on sait à peu près le nombre de ces Bulgares grecs qui ont été déportés? Euh, Personnellement, je ne le sais pas. Mhm, Et en général, l'histoire n'est pas très, très étudiée. mhm, Mais il doit y avoir des, des accords internationaux. mhm. Et j'imagine que l'Organisation internationale des réfugiés, personnellement, je ne sais pas le nombre, mais c'était assez D'accord. important. Mhm, mhm, d'accord. C'était un déplacement assez important. Ce qui fait que une fois, donc après, quand ils ont vu que leur maison était occupée, ils sont partis vers la Bulgarie à pied, traversant une grande rivière qui est la Maritsa, la fameuse que chante Sylvie Vartan. Et ils sont arrivés en Bulgarie, mais le pays n'était pas préparé à recevoir une si grande vague de réfugiés, même si c'était des Bulgares. Donc, c'était pas facile. Ça, C'est c'était toujours éprouvant. avant la Seconde Guerre mondiale. Non, c'est la suite de la première, Ah, en oui, oui, c'était avant la 1933. Seconde, oui. D'accord. Non, la première. Après la première. Oui, oui, après la première, donc avant la Seconde. Avant, Oui, oui, j'ai pas oui, entendu le mot oui. avant. Tout à fait. D'accord. Voilà, voilà, et quand j'entends parler de gens qui sont dans une situation impossible à vivre et qui doivent quitter leur pays, Oui, ça te touche particulièrement, ça oui. me touche particulièrement. Et après, sur le point du vécu psychologique, euh, euh, je voudrais te dire quelque chose de très particulier qui n'est pas louable, mais moi, quand j'entendais, ma grand-mère m'a tellement raconté des souvenirs douloureux que quand j'entendais l'île de Crète, je la haïssais, alors que c'est une des plus belles îles de la Grèce. Mhm. Et c'est depuis très récemment que je commence. Quand on me disait on va en île Grèce, je dis non, non, non. L'île de Crète, non. Voilà. Et Et est-ce qu'il reste en Grèce, en Crète euh, non, non, tous sont revenus. Non, non, non. oui, non, mais est-ce qu'il y a des bâtiments qui sont Non, officiellement en parce qu'ils mémoire de ces réfugiés ou pas? ils étaient accueillis dans les cales de bateaux, D'accord. Hmm. dans des chalands, dans des cales de bateaux, des choses comme ça. Il y avait rien de préparé pour. C'était très, très enfin, c'était très dur pour Oui, l'État c'est grec, une histoire j'imagine, parce qu'on connaît pas trop, ouais. Hmm. oui, c'est ça, c'est ça. Bah, sur les Balkans, il y a plein d'histoires qu'on connaît pas trop et qui sont à mettre à jour prochainement. Hmm. Et Et en Bulgarie, par contre, enfin, quand tu dis que ce n'est pas trop su, en Bulgarie, est-ce que c'est également un pan de l'histoire nationale qui n'est non, pas non, enseigné, par exemple? on connaissait pas bien les détails, mais on le connaissait par le vécu des gens. D'accord. Mais c'est pas enseigné à l'école. Si c'est enseigné, c'est D'accord. enseigné, c'est enseigné, D'accord. mais on se rend pas compte Oui. de ce que ça représente Oui. exactement si tu es en dehors du vécu. C'est Mhm. pour ça que je te disais que personnellement, avec les vagues de réfugiés actuellement qu'on voit dans le monde, moi, ça me parle Oui. particulièrement. Oui, oui, je comprends. Et à cet égard, je voudrais dire aussi la chose suivante. Mhm. Euh, la Bulgarie est souvent considérée comme un pays de l'Est, mais elle est plus un pays du Sud, c'est-à-dire on est plus méridionaux dans notre tempérament. Mais quand même, les Bulgares, nous sommes très différents des Turcs, des Grecs et des Serbes, par exemple, qui sont très exubérants. Ils ont un tempérament beaucoup plus vif. Et sur ce point, moi, j'ai toujours vu un rapprochement plutôt avec les Roumains, qui sont plus réservés. Ils ont pas cette extrême exubérance méridionale. Ouais, ouais. Et puis c'est vrai que quand on est en Roumanie, notamment à Bucarest, on se sent plutôt dans un pays du sud-est, enfin complètement dans un pays du sud-est de l'Europe, plutôt que dans un pays d'Europe centrale ou de l'Est. Alors j'aimerais qu'on parle maintenant, si tu le veux bien, de ta profession de journaliste. Pendant 15 ans, tu as collaboré à l'AFP de Sofia, hein, de 1990 à 2005. Donc, c'est en pleine période de transition. C'est Euh, ça. comment tu as vécu cette collaboration?
quelle était-elle exactement et est-ce que tu as des souvenirs particuliers de cette période? Maintenant, tout se mélange. J'ai perdu beaucoup de détails, mais c'était un bouleversement gigantesque, notamment dans la façon de travailler, parce que sous le communisme, on avait une agence télégraphique bulgare qui donnait l'essentiel des informations. C'est-à-dire, on n'allait pas aller chercher parce qu'on n'avait pas droit. Donc, les reportages, tout ça, c'était très surveillé. On n'en faisait pas beaucoup. Alors que une fois le mur de Berlin tombé, c'était tout de suite une ouverture dont on ne savait pas quoi faire. Et à cet égard, je remercie particulièrement Radio France, qui, je crois qu'en 1991, nous a fait un séminaire de journalistes des pays de l'Est. Et là, franchement, on a beaucoup appris comment il faut faire avec des médias libres dans une économie de marché, dans une démocratie. C'était très important. C'était très important. C'est-à-dire qu'il y a Il des y a eu journalistes qui d'énormes sont venus ou vous bouleversements. êtes allé là-bas en Nous France? sommes allés là-bas. Nous D'accord. sommes allés là-bas. Nous Vous étiez sommes allés combien? voir les plateformes médias, y compris RFI, bien sûr. Mhm. Et voilà, on a discuté avec Combien de journalistes, pardon Maria, combien de journalistes vous êtes partis? on était une dizaine, mais de tous les pays de l'Est. C'est-à-dire, il y avait un par pays, mais la Radio France avait fait plusieurs stages comme ça, hein. Donc, j'ai fait un de ces stages, mais franchement, c'était d'une très grande aide, parce que en sortir du communisme, on imaginait que le monde en dehors du monde communiste était idéal, que ça se passait comme ça tout seul. La démocratie, c'était un truc parfait, extraordinaire. L'économie de marché, peut-être aussi, etc. Et puis, dans ce stage de Radio France, on a compris que c'était pas si idéal et comment il fallait faire les journalistes dans un tel contexte. Mhm. Ben voilà. Et Et après, puis, en fait, oui. j'ai été enrôlée à, à L'agence France Presse? l'agence France Presse. J'ai été enrôlée à l'agence France Presse aux premières élections libres en Bulgarie. D'accord. Et c'était plus qu'excitant, bouleversant. Et les années Et je suis 90 très avec la... contente d'avoir. Mhm. Et couvrir la Oui, Bulgarie, donc couvrir la Bulgarie pour l'agence France Presse dans les années 90, c'était comment? Est-ce que c'était particulièrement stressant, excitant? Comment tu as vécu ces années-là avec l'agence France c'était Presse? les deux. Absolument, c'était stressant parce que c'était une façon de travailler en agence, une rapidité, quelque chose qu'on connaissait pas nous. En plus, en Bulgarie, il y a toujours eu un seul responsable de l'agence France Presse, une seule journaliste. Donc moi, je l'aidais dans son boulot. Parfois, je la remplaçais. Et quand tu es tout seul, il faut que tu es au courant de tout ce qui se passe. L'économie, la politique, le social, les faits divers. Puis il faut être Ça disponible à demandait 24 une heures sur 24, extrême. hein? Oui, c'est ça, absolument, absolument. Quand tu es seul correspondant, c'est vraiment. Et en même temps, je travaillais à la radio nationale. Donc, c'était à la radio bulgare. Et ça C'était a assez duré pendant stressant. plus de 10 ans. Ça a duré pendant plus de 10 ans. Ouais. C'était éprouvant. Franchement, c'était éprouvant, mais c'était extrêmement enrichissant. Mhm. C'est pour apprendre le métier, c'était extraordinaire. Mhm. C'était très intéressant. Mais j'ai eu beaucoup de difficultés, deux types de difficultés. L'un, c'est d'expliquer les choses un peu idiotes et extraordinaires qui se passaient dans notre pays à un moment de grand bouleversement, pour se faire comprendre dans un contexte très différent des pays par la France, par exemple, etc. C'était difficile, un, premier. Et deux, au début, il y avait un grand intérêt pour tous les pays de l'Est. Et petit à petit, cet intérêt diminuait. Et on avait de plus en plus de mal à faire passer de l'information sur la Bulgarie. Ça, c'était l'autre problème, hein. Mhm. Fallait vraiment chercher, batailler, etc. Mais en tout cas, est-ce que vous aviez des pressions du pouvoir en place pendant les années 90 ou pas du tout? Vous pouviez faire votre travail sans problème? En fait, pas du tout. En fait, pas du tout. Par contre, la correspondante qui était en place
juste avant et au moment où les choses changeaient, où il y avait la perestroïka, l'ouverture un peu des pays de l'Est. Là, c'était difficile et en fait, elle ne signait pas les papiers de son nom, c'est l'agence France Presse qui signait à sa place carrément. D'accord. Hmm. Non, après, non, côté censure, rien de particulier, non, pas de pression. Hmm. Et aujourd'hui, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de l'environnement médiatique en Bulgarie. Est-ce que la presse est relativement libre? Quels sont les grands soucis toujours dans le monde des médias en Bulgarie et les avancées? Voilà, côté avancé, malheureusement, on a eu une très grande libéralisation D'accord? des Oui. médias, une très grande prolifération de médias de tout genre. Il y avait la période des années 90, disons, début des années 80. Puis à un moment donné, on a commencé à savoir s'emparer des médias qui n'avaient plus les ressources pour subsister, et c'était des groupes économiques souvent d'enrichissement douteux et de fins politiques et économiques douteuses qui s'en sont emparés. Et c'est-à-dire, au lieu d'avoir un progrès, je pense qu'on est allé un peu en arrière dernièrement sur le plan de la liberté de l'expression. Et d'ailleurs, ça est reflété dans les classements de Reporters sans frontières ou de ceux qui font l'évaluation de la liberté de la presse. Nous sommes vraiment en une place assez en arrière sur ce point-là. C'est une énorme préoccupation de la société bulgare, des journalistes, mais pour l'instant, on n'arrive pas à gérer ce problème. Et puis, je remarque dernièrement que les médias qui sont sous cette emprise, et c'est une partie des plus grands médias, ils sont nettement pro-russes. C'est-à-dire, la propagande russe y passe assez bien. D'ailleurs, pour parler de ça, je suis contre le fait qu'on a arrêté les médias officiels russes, parce que je pense que c'est une censure comme toute une autre. Et je pense qu'avec les réseaux sociaux, les imbéciles qui ont envie de croire à n'importe quoi, ils continueront toujours, ce qui se prouve aujourd'hui. Et quand on ne sait pas exactement ce que dit l'un et l'autre, tu peux le voir, tu peux pas le voir à l'original. Après, on peut te raconter n'importe quoi qui s'est passé. Et suivant tes affinités, en tout cas maintenant avec les réseaux sociaux, ça fonctionne comme ça. On cherche à savoir, à avoir l'information qu'on aimerait avoir, pour laquelle on est plutôt tenté, etc. Et c'est vraiment difficile en Bulgarie sur ce point de vue. La liberté des médias est assez mitigée. Donc il y a des pressions économiques et politiques. Voilà, des pressions à travers la possession économique des médias, il y a des pressions politiques, géopolitiques, etc. Et ceux qui détiennent les médias principalement sont plutôt pro-russes, c'est ce que tu dis? Voilà, c'est ça. C'est Hmm. ça. D'une manière ou d'une autre, la Bulgarie a deux particularités par rapport à la Russie. La première, c'est que la Bulgarie est le pays balkanique qui s'est libéré de l'Empire ottoman le plus tardivement, c'est-à-dire c'est une lutte qui a été la plus longue. Et on a toujours compté sur la Russie, la monarchie russe de l'époque, pour soutenir la lutte de libération de la Bulgarie. C'est-à-dire les pays balkaniques, c'était des terrains de chasse que les grandes puissances étaient partagées, et puis la Bulgarie était laissée ou avait été prise par l'emprise de la Russie. C'était un pays slave, un pays orthodoxe auquel on se sentait beaucoup de rapprochement, et on espérait que ce sera le pays qui aidera la Bulgarie à se libérer, ce qui s'est passé. Après une 13e, je crois, guerre russo-turque, la Bulgarie a été libérée. Et depuis, le Là, tu sens parles du début du XXe siècle, hein, c'est ça? je parle de la fin du 19e. D'accord. La fin du 19e, quand la Bulgarie s'est libérée de l'Empire ottoman. Et ce n'est que 150 années, hein. C'est assez récent. C'est-à-dire, c'est des événements qui ont encore une présence dans l'histoire personnelle des gens. Et un grand sentiment de reconnaissance il y a envers la Russie. Par la suite, la Russie a bien voulu jouer les néocolonialistes en quelque sorte, bien qu'à l'époque on l'appelait ça pas comme ça, c'est-à-dire c'était une sorte de protectorat de la Russie. Elle a beaucoup voulu
s'immiscer dans les affaires de la Bulgarie. Et le monde politique, d'après la libération, a eu beaucoup à faire pour contrer tous les appétits, etc., de la Russie, mais ça n'a pas été senti par le menu peuple. Ces histoires de la grande politique sont restées un peu à l'écart du ressenti du menu peuple, et ces ressentis sont très prégnants encore. Et puis, il y a une deuxième grand vecteur de l'influence russe, c'est le système énergétique. La Bulgarie, évidemment, a eu le gaz russe depuis toujours, et qui était plutôt à un prix assez acceptable, et puis a eu les centrales nucléaires russes. Et par ce biais qui ont continué, et aussi on a la plus grande raffinerie de pétrole sur les Balkans, qui est du pétrole russe. Et à travers les intérêts économiques de ces entreprises russes, et les Bulgares qui ont été enrôlés dans ce réseau d'influence ou de corruption, ils ont leur réseau d'influence encore en Bulgarie. C'est-à-dire, actuellement, la guerre en Ukraine pose beaucoup de problèmes pour la société bulgare qui est très, très partagée, continue d'être très partagée. Et c'est un terreau pour toutes sortes de populisme de tout genre, Il y a malheureusement. toujours des importations alors de pétrole, par exemple russe, en Bulgarie? Non, C'est c'est arrêté. arrêté, mais le pétrole qui vient par le gazoduc turc ou grec, une partie est toujours russe. Le pétrole en Azerbaïdjan aussi, une partie, la Russie possède une partie des exploitations de pétrole là-bas, c'est-à-dire que officiellement les vannes officielles sont arrêtées, mais finalement Ça du, passe du, par la gaz- Bulgarie. du provenance russe continue de passer parce que les autres possibilités, on les a pas encore, hein. Mhm. Euh, C'est-à-dire le gaz liquéfié américain, pour arriver jusqu'ici, il faut avoir les installations, les conduits et tout ça. C'est-à-dire, il y a beaucoup de problèmes techniques pour vraiment faire la diversification de oui, la oui, mais ça production. touche tous les pays européens, hein. C'est vrai que Oui, c'est ça, c'est ça. c'est un souci aujourd'hui. Et, Voilà. et, Pour certains, il est moins grand, pour d'autres, plus grand. Ouais. mm. Et alors, tu disais que tu sentais la société très divisée. En t'écoutant, je pense à la République de Moldavie, qui est évidemment un autre pays plus petit que la Bulgarie, mais où on sent aussi une société très divisée. D'un côté, République de Moldavie qui a été invitée à devenir pays candidat à l'Union européenne et une présidente Maya Sandu, très pro-européenne, et puis une autre partie de la population pro-russe. De la même façon, la Bulgarie, elle est entrée dans l'Union européenne avec la Roumanie en 2007, et depuis, est-ce que tu dirais qu'une majorité quand même de Bulgares se sentent européens, ou alors c'est difficile à déterminer, elle est difficile à déterminer cette majorité plutôt pro-russe ou pro-européenne? Écoute, la Bulgarie est majoritairement pro-européenne. Là, il Ça, n'y a c'est pas de clair. doute. Il n'y a pas de doute. Là, c'est D'accord. clair. Par Mm. contre, la propagande pro-russe commence à essayer de détacher des petites parties en opposant l'Européen aux Russes. Alors que parfois, il y a des sentiments qui sont pour les deux. C'est-à-dire, on aime l'Europe, mais on continue d'aimer un peu la Russie qui nous a libérés à une époque, etc., etc. Mais en fait, ça me fait penser que au temps du communisme, la Roumanie s'était un peu distanciée de l'Union soviétique et elle faisait partie des non-alignés. Tout à fait. C'est-à-dire que pour cette raison, peut-être qu'en Roumanie, on n'a pas ce sentiment, alors que la Moldavie, évidemment, il a été beaucoup plus longtemps. Et le changement de mentalité, c'est quelque chose qui est très coriace. Mm. Ça, il faut du temps. Mm. Il faut Est-ce du que, est-ce que temps. beaucoup de Bulgares sont russophones? Oui, pendant la génération d'avant, oui. Les jeunes, non. Les jeunes, pas du tout. Et pour nous, c'était évident que deux langues qui sont proches, on se comprend. Mais pour les tout jeunes qui n'ont jamais appris le russe, c'est pas évident de tout comprendre. Donc, non, non, ils sont pas russophones. Non. Les Donc, jeunes ne sont pas les jeunes russophones. Bulgares sont anglophones et peut-être un petit peu francophones?
Oui, malheureusement un petit peu francophone. C'est curieux de dire que pendant le communisme, on était très, très francophone. C'était un secret bien gardé. Et une étude faite en Roumanie et en Bulgarie au début des années 90 disait que la francophonie est beaucoup plus répandue en Roumanie, évidemment, parce que beaucoup d'élèves choisissent le français comme deuxième langue. Mais par contre, la qualité de la francophonie en Bulgarie, qui n'était pas aussi étendue, était de beaucoup meilleure qualité. Ah, d'accord. Et on a eu cette particularité que dans les années 60, à la suite de la décolonisation du Maghreb, une partie de l'intelligentsia française s'est en retirée. On a voulu la remplacer par les pays communistes. C'est comme ça que, par exemple, mon père est allé travailler en Tunisie en tant qu'architecte et c'est là que j'ai fait le cours moyen dans une école française. Et il y avait pas mal de gens, Vous êtes parti, la famille est partie en Tunisie. c'est ça, c'est ça. Pas en combien de temps? Pour mon père, c'était 2 ans, mais normalement, les gens restaient 4 ans. Ça pouvait être renouvelé. C'était une des rares possibilités de sortir du pays. D'accord. Et il y a eu beaucoup. Ça, Enfin, c'était en quelle c'était année, les ça? années 60, 70, jusqu'aux années 90. D'accord. Tu te souviens de l'histoire des infirmières bulgares? Mhm. Oui, oui, bien sûr. C'est un prolongement de cette habitude d'être présent Mhm. dans l'Afrique du Nord. D'accord, d'accord, d'accord. Très bien. Maria, je suis ravi que tu nous aies accordé un peu de ton temps pour nous parler de cette histoire parfois méconnue, hein, des Bulgares et de ton pays aujourd'hui. Merci encore. Ben, merci à toi. J'espère que j'ai pu être utile. Est-ce que j'ai juste un mot à dire encore ou on Tout n'a à plus le fait, temps? Maria, je t'en Je prie. voudrais dire que après la chute du mur de Berlin, nos pays sont commencé à s'intéresser à ce qui passe de l'autre côté du mur de fer et on a perdu l'habitude de s'intéresser à nos voisins. Et ça, je le regrette beaucoup. Je crois qu'il y a une grande méconnaissance entre la Bulgarie et la Roumanie qui sont souvent groupées ensemble là, dans l'Union européenne, mais je crois qu'on se connaît mal, ce Hmm. qui est bien regrettable. Et je suis tout à fait d'accord N'est-ce pas? avec ce que tu dis. Mais C'est ça, vrai que ouais. les Roumains connaissent bien, notamment le littoral bulgare, hein, depuis Bucarest en particulier. Il est assez facile de se rendre sur un littoral qui est très apprécié. Puis il y a une histoire hein, avec la reine Marie Oui, tout à à fait. Il Baltchik, faut, oui, qui est parfois rappelée. Mais je suis d'accord avec toi, il faudrait peut-être que ces deux pays se regardent davantage. De la même façon, je rencontre très peu de Roumains qui ont fait le voyage jusqu'à Chisinau, la capitale de la République de Moldavie. Ils auront fait tous les pays d'Europe de l'Ouest, ça sauf la revient République peut-être du même intérêt qu'on a de voir ce qui était interdit à voir, Hmm. là où on n'avait pas accès que autre Oui, chose. oui, tout à fait, c'est normal, mais c'est vrai que ces trois pays limitrophes méritent d'être toujours plus ensemble. Merci Maria, Ben, merci à toi. merci, merci, à bientôt. À Chères bientôt. auditrices, chers auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et cet entretien, vous pourrez le retrouver sur le site rfi.ro et sur la page Facebook de RFI. Un petit message de sécurité routière, ça faisait longtemps que je ne vous l'avais pas lancé. Si vous prenez la voiture, s'il vous plaît, soyez très prudents. Voilà, c'est tout. Week-end Placout. Au revoir.